Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, merci de votre présence et merci encore à toutes celles et à tous ceux qui concourent à ces banquets en toute saison. L'intitulé de ces rencontres rebondit sur le même mot, histoire, avec un S. Histoire du moi, histoire du monde. Je pense à Jean-Luc Godard, 87 ans, très mal en point à ce jour, un type isolé en Suisse, Godard, auteur d'Histoire du cinéma avec un S. La première partie d'Histoire du cinéma se divise en deux sections. L'une s'appelle Toutes les histoires, la seconde, Une seule histoire. Et cela nous ramène aux deux autres mots de l'intitulé, le moi, une seule histoire, le monde, toutes les histoires, un singulier et son pluriel. Je possède un tirage de Jean-Luc Godard, pris au Havre, une photographie de Michel Chassa. On le voit à table, il fume 2 cigares en même temps, de façon alternative, un dans la main gauche, un dans la main droite, un pluriel singulier. Ce qui me frappe dans l'intitulé de ces journées tient moins à la redondance du mot « histoire », à sa fonction de pivot, de roulement, qu'à la valeur quasi pondérable des deux termes qui lui sont accolés, le monde et le moi. Sur la balance, le mot « monde » paraît l'emporter, et en même temps, comme dans une fable de La Fontaine où le plus gros ne pèse pas ce qu'il est, le petit mot de « moi », ténu, énorme à sa façon, semble faire pencher le plateau dans l'autre sens, du moins l'équilibrer. Alors soit les deux termes s'opposent, le mot « monde » s'attachant à la traduction de faits extérieurs, qu'ils soient ou non historiques, qu'il relate des événements fictifs ou réels, le mot « moi » nous ramenant au récit personnel, à l'introspection, à l'apport autobiographique, comme si l'intitulé mettait en résistance deux voies littéraires. Ou au contraire, soit qu'il s'agisse exactement de la même chose, au gramme près, toute approche du monde en passant par la perception du moi. C'est plutôt de quoi il s'agit, car j'en ai eu la confirmation. Lorsque Jean-Luc Godard fume 2 cigares à la fois, il fume la même marque. On pourrait s'attacher aux formes que prennent le moi dans la littérature et mieux établir une histoire du moi dans les lettres, une histoire classique du moi, une histoire moderne du moi. J'en serais pour ma part incapable. Il m'a été demandé d'intervenir à la Grâce en tant qu'auteur et plus particulièrement de rapprocher cette question d'un livre paru récemment chez Verdier, L'île au tronc. C'est pourquoi je m'excuse en préalable de m'arrêter non pas sur ma personne, dont je crois faire économie dans mes textes, mais d'évoquer mon approche de l'écrit, mon rapport à toutes les histoires. En somme, je m'excuse de devoir parler de moi. À table, entre amis, plusieurs fois par an quand ça se présente, il m'arrive de raconter une histoire personnelle, toujours la même, véridique, absolument autobiographique, parfaitement réelle. Elle est vieille de plus de 30 ans, haute en couleurs, avec un début, un certain suspense, une part d'énigme, de drame, d'humour et de trémolo, une fin rondement menée. Elle plaît généralement. Je l'ai perfectionnée à force, je sais la faire aller, je me sens cabot en la commençant. Ce sont toujours les mêmes mots, les mêmes effets de lenteur, de retard, de surprise, de verbe et de variété, de chute. Rarement, depuis des années, j'y substitue un mot, en place un nouveau. Elle est au point, et je ne la vous raconterai pas aujourd'hui, ce n'est pas l'endroit. Je suis tellement rodé qu'il me serait possible de la réciter en dormant. Elle tient si bien debout que chaque fois, il se trouve quelqu'un à la fin du récit pour me dire « tu devrais l'écrire ». Or, tout se froisse, ça me serait proprement impossible, pour une seule raison, parce qu'elle est vraie, autrement dit, parce que je la connais déjà. Je ne vous raconterai pas cette histoire, mais plutôt une anecdote. Dans les années 1840, Théodore Rousseau allait peindre sur le motif, dans la forêt de Fontainebleau, comme à son habitude. Il peignait le même chêne lorsqu'au cours d'une séance,
un paysan s'approcha avec une bonne curiosité. Le paysan regarde l'esquisse et demande à Théodore Rousseau « Mais pourquoi le peignez-vous puisqu'il existe déjà ?» Je ne trouve pas sa question aussi absurde ou crasse qu'elle n'y paraît. Ce bougre, à sa manière, d'une certaine façon, pose la question de l'invention, non pas de l'invention formelle, de l'interprétation, que l'arbre de Rousseau soit plus ou moins bien peint n'est pas son affaire, pas plus que les effets qu'il y met, les couleurs, le cadrage, mais l'invention du modèle. Je me mets à la place de ce paysan. S'il avait vu Rousseau peindre en pleine forêt, devant des arbres, une nature morte aux pommes ou une rue de Paris, il aurait regardé le sujet. Je souscris volontiers à l'étonnement de ce témoin ingénu. Écrire sur ce qu'on ne voit pas est le meilleur moyen de se trouver soi-même, de se peindre soi-même, sans se montrer. Il est quelques domaines que je connais un peu. Le Brésil et plus particulièrement la forêt amazonienne. La haute montagne, comme il a été dit. Je l'ai pratiqué. Il y aurait de quoi puiser dans certaines ascensions des récits agréables, mais l'idée ne m'a jamais effleuré. Lorsque j'ai écrit sur la montagne, ce fut chaque fois dans un cadre didactique, dans certains types de livres, pour préciser tel ou tel point d'histoire concernant la conquête du massif du Mont Blanc, certainement pas en empruntant à la fiction ou au récit personnel. Les récits alpins, vécus, ramenés, rapportés, me semblent dénués de sens. J'en ai lu tant et tant. Ils disent tous à peu près la même chose. On est parti à telle heure du matin, on a rencontré telle difficulté, il y a eu un drame, du froid, une victoire, nous sommes redescendus entiers ou pas. Toute la littérature alpine tourne dans ce cercle narratif, qu'elle soit effectivement vécue, Maurice Herzog, ou ficelée en fiction, Frison Roche. Il y a très peu de récits d'ascension capables de dépasser cette trame rebattue, purement événementielle, sinon rarement avec Lionel Terray, Les Conquérants de l'inutile, ou autrement avec Eri Di Luca. Idem, lorsqu'il m'est arrivé de me pencher sur l'Amazonie, ce ne fut nullement pour raconter des navigations fluviales, pour me livrer à des énoncés factuels ou à de quelconques impressions personnelles, émotives, revisitées, profondes, finalement communes, mais pour avancer un discours objectif qu'un autre aurait tenu aussi bien que moi. Parler de l'Amazonie autrement ne pourrait se faire que depuis un mois vierge, quand celui-là ne l'est plus. Cette réserve de ma part n'a rien à voir avec de la pudeur, avec la crainte de mettre publiquement en scène une part de ma personne. Elle fait plutôt appel, pour moi, à des ressorts intérieurs qui me sont nébuleux. Aborder des sujets qui ne me sont pas familiers n'est pas non plus adopter une posture, pas plus qu'il ne s'agit de s'imposer un défi, de s'inventer une contrainte, de mener un exercice arbitraire. Cela ne procède pas d'un choix, mais d'une nécessité, d'une nature. Elle ne vaut que pour moi. Ne pas maîtriser une thématique, un sujet, a priori, me permet deux avantages. D'une part, celui d'écrire sur une ligne de crête des plus ténues, dans un état d'inquiétude, de tension, d'alerte permanente. J'écris sous la menace. J'écris sous un œil, sous la connaissance d'autrui. Par conséquent, j'écris en éveil. Et en même temps, d'écrire des univers qu'on ne connaît pas permet de s'étonner. Aborder un domaine dont on ignorait tout confère une certaine candeur. On se fait joie d'un vocabulaire qu'on découvre fraîchement, comme s'il s'agissait d'une langue neuve qu'on souhaitait retranscrire, une langue faite de surprises, d'étonnements, de sensations originelles. Il y a là deux mouvements simultanés et à peu près contraires, la peur et la surprise, la crainte et l'entrain, le malaise et l'engouement. Deux mouvements qui sont pour moi l'alchimie indispensable à toute décision d'écriture. Dans un tel état, il me semble, je n'écris pas comme je l'aurais fait autrement. De ce mélange résultent des images qui ne seraient pas survenues, une espèce de clair-obscur que je n'imaginais pas, des sensations dont je prends la mesure alors qu'elles naissent, des formes d'humour qui me ressemblent peu, une chasse sans pitié au lieu commun, finalement une langue qui vaut pour ce qu'elle vaut, en tout cas que je façonne moins qu'elle semble provenir d'un mystère, d'un moi entrebâillé. Écrire,
c'est rendre ce qu'on ne sait pas lorsqu'on a le bonheur de ne pas savoir. Je disais tout à l'heure l'invention du modèle. Je n'ai pas dit le choix du modèle, car j'ai la conviction qu'au fondement de la littérature, quand se présente un sujet, qu'on l'élit plutôt qu'un autre, on l'invente d'une certaine façon. On commence du moins par s'inventer soi-même. Et plus ce sujet m'est étranger, mieux se maintiendra cette invention d'un moi, mieux perdurera la représentation du moi révélé. Je prends quelques exemples issus de ma propre expérience, c'est-à-dire des textes passés. Esquisse d'un pendu traite de l'univers des copistes au XIVe siècle, une poignée d'années avant l'intronisation des procédés géniaux de Gutenberg. C'était pour moi se colter au jargon inconnu d'un métier largement étudié, décortiqué, renseigné par des gens dont c'est la spécialité. C'était parler de Paris au Moyen-Âge, d'une période dont je n'avais que des souvenirs scolaires éculés et naïfs. C'était me mêler aux connaissances historiques les plus affûtées. Je ne prétends pas être parvenu à quoi que ce soit, mais l'important revenait à glisser le doigt dans un sujet sans qu'il y eût trop de faux pas, le moins possible, avec cette espèce de triste volonté hargneuse qu'ont les autodidactes. Ignorer cette page de l'histoire m'a, je crois, permis de combler mes grandes lacunes avec d'autres matériaux, ce que j'avais sous la main, les seuls disponibles, ceux qui se présentaient d'abord, l'imaginaire, une trame, une situation, des personnages, des cadres, des métiers, un certain rythme, des couleurs, bref, de la pure invention sur laquelle ensuite rapporter l'histoire avec un grand H, afin de construire non pas un roman historique, mais pratiquement l'inverse, le monde d'un moi étayé après coup par l'histoire. Et dans la construction romanesque, telle que je l'aborde, ce second moment au cours duquel je vais devoir me plonger dans des recherches, me documenter, amasser des lectures, vérifier des faits, ce second moment des plus laborieux recouvre une double vertu. Il accrédite la fiction, mais il permet surtout d'annihiler la part d'invention que j'y avais placée, d'enfouir le moi, de le recouvrir jusqu'à le faire disparaître. Avec Esquisse d'un pendu, tout s'est passé comme si la composition du récit conduisait à un décalage, à une substitution. Je n'étais en rien auteur, mais mon propre lecteur, lecteur d'un univers que d'autres, l'université, remplissaient plutôt que moi. Deux autres textes suivent qui reviennent un peu au même, autrement. Ils procèdent de la même méconnaissance principale. Ce sont deux variations voisines. Hipparco met en scène un pêcheur crétois, sourd et muet. Denise au Ventoux est la petite ou grande histoire d'un chien et de son maître. Dans un cas, Hipparco, le projet d'ignorance revenait à m'approcher au plus près de ce que peut être le monde et ses multiples appréhensions par le truchement d'une personne dénuée d'audition et de verbe. Dans l'autre, Denise, il s'agissait d'entrer le plus loin possible dans l'âme d'un chien, si tant est qu'on puisse parler d'âme pour un chien, en tout cas d'un être vivant à qui la parole n'est pas permise. Autant Esquisse d'un pendu me renvoyait à des notions historiques dont l'essentiel m'échappait, autant les deux protagonismes des textes suivants, Ilias le Crétois, Denise la chienne, me plongeaient dans un inconnu sensoriel qu'il fallait reconstituer, du moins qu'il fallait approcher. Plusieurs personnes ont parlé de minimalisme à propos de ces deux récits. Il est vrai qu'il ne s'y passe pas grand-chose, que l'action proprement dite n'y occupe que peu de place. Cela tient peut-être à ce que l'acte d'écriture fut tout entier requis par autre chose. Se mettre à la place d'un muet, se mettre à la place d'une bête, au détriment des événements qui servent de prétexte à l'histoire. Se cacher. Dans ces deux cas, Denise et Hipparco, tout se passe comme s'il s'agissait de produire un livre avec le sentiment que c'est celui d'un autre. Autrement dit, de mon point de vue, être encore plus muet que ne le sont les protagonistes, la chienne ou le pêcheur. Écrire un livre avec le sentiment qu'autrui en sait plus que moi, comme s'il y avait au bout du compte substitution, comme si celui qui écrit n'en était plus l'auteur, comme si l'expérience consistait à échapper à mon moi. Là encore, inventer, puis recouvrir son moi. De ce point de vue, comme s'il y avait une nécessité préalable,
je remarque que les langues qui servent d'arrière-plan à mes récits me sont étrangères, parfaitement inconnues. Je ne sais pratiquement rien de la langue telle qu'elle se parlait au Moyen-Âge, doublée du jargon technique, de l'enluminure, de la reliure, de la fabrication des parchemins, des encres. Il y a la langue grecque dans Hipparco que j'ignore. Il y a la non-langue canine dans Denise Auventou, et pour l'île au tronc, il y a le russe dont je ne connais pas le traître mot. Je remarque, sans m'en être véritablement avisé, qu'à la langue mise à l'écart s'ajoute le choix des temporalités. J'ai la claire conscience qu'il me serait impossible d'écrire quoi que ce soit qui regarde notre époque présente, quoi que ce soit qui s'inscrive dans un présent trop présent. Il m'est inconcevable de traiter de notre actualité sous forme romanesque, d'aborder des faits de société contemporains, comme si une certaine distance temporelle me protégeait de quelque chose, comme pour les langues. La littérature contemporaine y a recours, et tant mieux, parfois avec bonheur, parfois moins. Et je suis admiratif de ceux pour qui notre modernité constitue l'essentiel de leur récit. J'aimerais pouvoir le faire, mais une espèce d'autorité intérieure, impérieuse, défensive, m'en empêche. Alors un coup, c'est le XIVe siècle, un coup, ce sont les dernières années du XIXe siècle, dans une nouvelle que je suis en train de terminer, un coup, c'est la Russie des années 1940. Au mieux, je me suis approché de notre époque dans Hipparco, non sans avoir pris toutes les précautions préalables afin d'inscrire la trame dans un temps mal circoncis, celui des années 1960. Denise Auventou est presque un cas à part. On frôle le présent d'assez près, pour une raison très bête. J'aurais nettement préféré que le récit se situe dans un passé purculé, mais j'avais besoin d'introduire dans l'histoire certains éléments. Une voiture, le Paris actuel, un TGV et la nouvelle gare d'Avignon, laquelle date de 1999. En plus des langues inconnues, en plus des temporalités tenues à distance, il faut bien dire encore que j'ai tendance à entretenir un éloignement physique avec les différents protagonistes de mes récits. Sur les 5 ou 6 derniers textes publiés, pardonnez la liste, on retrouve un pied-bot, un obèse, un copiste parcouru de tics nerveux, un sourd-muet, un chien et une colonie entière de cul-de-jatte. C'est beaucoup. Mes personnages boitent, je n'en ai rien décidé, éclopé. À croire que la question m'anime. Alors évidemment, plus ils boitent, mieux je les tiens à distance. Et plus ils sont loin, plus il faut m'approcher d'eux, au point de voir comment je boite, avant eux, le plus correctement possible. Une pirouette des plus faciles. On connaît celui qui a dit « Madame Bovary, c'est moi ». Je ne suis pas loin de penser, sans provocation, les amputés de Valham, c'est moi. Le sourd, c'est moi. Et même la chienne de Nice, c'est moi. Non pas que je les prenne comme des modèles de moi-même, mais parce qu'ils me sont d'emblée si étrangers que je vais devoir me déposséder d'une part de moi-même afin de réduire l'écart qui me sépare d'eux, sans les épouser, mais en les frisant au plus près, sans m'incarner en eux, mais en touchant le point de focale qui me permettra d'atteindre l'intervalle le plus affiné qui me dissocie d'eux. L'expérience ressemblerait presque au prisme des documentaires animaliers dans lesquels il nous est donné de voir évoluer un félin à une distance biaisée, de très près et de très loin. Peu importe ce que l'on nous montre dans ces documentaires, une araignée, un condor royal ou un crotale, chaque fois le rhinocéros vaut le gros plan d'une fourmi. Ce que l'on voit dans chaque espèce, c'est avant tout le moi absent d'une caméra, d'un téléobjectif, envahissant et invisible, finalement plus prégnant que les spécimens qu'on voudrait dépeindre. Alors pourquoi cette réserve, cette méfiance, je ne sais comment l'appeler? Pourquoi ne pas m'autoriser? Pourquoi me défendre, me retrancher dans ce que j'ignore au profit de ce que je saurais le mieux? Il y va des sujets, de la langue, des époques, mais plus encore, il y va de moi-même. Après chaque parution, ou de façon générale, je m'ignore en tant qu'auteur, comme s'il y avait dédoublement. Celui qui écrit n'est pas celui que je suis. Ce fait n'est pas nouveau en littérature, il est partagé par certains, et je veux croire qu'il ne recouvre aucune part dangereusement pathologique. Honnêtement, au plus loin de moi-même, j'ai la plus grande difficulté à considérer qu'il puisse y avoir, après coup, un lien entre ce que je suis et ce qui est écrit. Pour illustrer cet état de méconnaissance préalable à toute décision d'écriture, et puisque ça m'a été demandé,
Je voudrais m'arrêter sur la mécanique qui présida au dernier récit paru il y a peu chez Verdier, L'île au tronc. De quoi s'agit-il? D'une page méconnue de l'histoire, d'une page insignifiante des cataclysmes du XXe siècle. La voici en 2 mots. On ignore le nombre précis de pertes civiles et militaires russes durant ce qu'on appelle la Grande Guerre patriotique. 23, 25, 28 millions de morts à l'estime, le chiffre n'est pas exact. Et encore plus de blessés en tout genre. Après la chute de Berlin en mai 1945, les grandes villes du RSS se gorgèrent d'invalides, des vétérans de retour, des héros multidécorés de l'Union soviétique. Par centaines et plus, on voyait le spectacle pitoyable d'estropiés, de cul-de-jatte et d'amputés traînant dans les rues, au seuil des cafés, des cinémas, des bains publics, réduits pour beaucoup à la mendicité. Il se donnait à voir comme le tableau quotidien des centres urbains, au point que cette caste d'invalides se vit gratifiée du petit nom de samovari, les samovars, parce que leur corps sans jambes ressemblait à l'ustensile. En très peu de temps, 3 ans, le regard que l'on portait sur cette communauté s'est transformé. On vit en eux des héros de la nation, puis, à force, le temps de la reconstruction étant venu, on reconnut dans leur présence quelque chose d'une oisiveté, d'un état parasitaire, d'une inertie suspecte. De sauveurs, ils étaient devenus des importuns aux allures insupportables, au point que, en 1948, un premier décret ukrainien issu de Nikita Khrouchtchev et étendu à toute l'Union soviétique en 1950 décida de leur exil. Pratiquement du jour au lendemain, il y eut une disparition magique, un coup de balai à grande échelle, comme on en voit du reste encore aujourd'hui dans certaines villes d'Europe pour des questions migratoires. Ceux de Leningrad, du moins une partie des samovars de Leningrad, furent relégués sur l'île de Valam, loin du regard des villes, au beau milieu du plus grand lac d'Europe, le lac Ladoga, en Carélie, non loin de la Finlande. Une île remplie de cul-de-jatte, une colonie de gueules cassées, d'estropiés, mis à couvert derrière les murs d'un monastère, le monastère de Valam, le monastère de la Transfiguration. La Transfiguration, le mot tombe bien, pour des héros perçus désormais comme de la canaille, pour des soldats aux silhouettes corporelles transfigurées. Pour ma part, j'ai eu connaissance de cette réalité de Valam en 2013, en lisant l'introduction d'un livre de Jean Lepez paru 2 ans plus tôt, Grandeur et misère de l'armée rouge, édition du Seuil. Tout est parti de là, de quelques phrases citées dans l'introduction que je vous donne. À cette jeunesse brisée, Staline a pu imposer les nouveaux tourments de la glaciation des années 1945-1953. Quant à la reconnaissance du régime, la plupart des vétérans ont su à quoi s'en tenir en méditant l'affaire de cette île carélienne de Valam où, en 1950, pour ne pas gâcher le paysage des villes soviétiques, ont été déportés tous les samovars, les anciens soldats sans jambes et sans bras. Une grande partie de ces hommes-troncs sont morts pendant le premier hiver, dans des conditions sanitaires effroyables, sans électricité et sans chauffage. Fin de citation. Il m'a fallu 3 ans avant de me décider à reprendre cette sinistre indication préliminaire pour songer à en faire un roman. Pardon. 3 ans, car 3 choses heurtaient. Tout d'abord, la véracité des faits. Quelle base historique fiable venait confirmer cette assertion? Sur ce point, j'ai cherché du mieux possible. On trouve tout et son contraire à propos de l'affaire de Valam sur Internet. Certains sites parlent de mythes, tout bonnement. D'autres font appel à la mémoire la plus réelle de vétérans déportés sur cette contrée. J'ai repris Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, dans lequel on lit ceci au chapitre du bannissement. Je cite donc. Et dans quelle guirlande insérée, dans quelle catégorie de relégation faire entrer l'exil des mutilés de la dernière guerre? Nous n'en savons nous-mêmes presque rien, et rares sont les gens qui savent quelque chose à ce sujet. Cependant, rappelez-vous comme ils étaient nombreux, et pas vieux encore, ces mutilés qui grouillaient à ras de terre, sur nos marchés, aux portes des cafés et dans les trains de banlieue à la fin de la guerre. Rappelez-vous, sans qu'on y prenne garde, en rien de temps, ils se firent plus rares. C'était là aussi un flot qui partait, une campagne qui se déroulait. On les exila dans une île du Nord parce qu'ils s'étaient fait casser la gueule à la guerre pour la patrie et afin d'assainir une nation qui s'était illustrée par de si belles victoires. Là-bas, dans cette île dont on ne sait pas le nom,
ces malheureux héros de la guerre sont naturellement privés du droit de correspondre avec le continent. De rares lettres arrivent à filtrer, ce qui nous a permis d'apprendre un peu quelque chose. Et naturellement aussi, on les nourrit chichement, puisqu'ils ne peuvent fournir la somme de travail qui justifierait des rations abondantes. Je crois qu'ils y sont encore actuellement, c'est-à-dire dans les années 1960. Fin de citation. Encore de nos jours, les archives du monastère de Valham n'ont pas été ouvertes. On doit finalement à un chercheur britannique, Robert Dahl, d'avoir établi la part la plus probable de cet épisode stalinien. Oui, il y a bien eu déportation d'une communauté de Kudjat à Valham, dans des proportions moindres qu'aux îles Solovki, sans qu'on puisse en préciser la mesure. Robert Dahl défriche, pondère, s'arme du recours de la recherche pour dresser non pas un tableau de Valham, mais une approche, une estimation. Dans la rareté des témoignages directs, on trouve quelques lignes, celle de Grigory Kravchitch, un inconnu qui relate un passage à Valham dans ses mémoires intitulé « Une vie sous Staline ». Je lis. Après de courtes escales dans de vieilles villes russes, nous accostâmes dans l'île de Valham. Un tableau d'une indescriptible beauté s'offrit à nos yeux. Les passagers débarquèrent. À peine avions-nous mis le pied sur la rive que le tableau idyllique disparut. Des hordes d'invalides de guerre dévalaient vers le ponton le sentier pierreux et abrupt sur des petites voitures de fortune ou appuyés sur des bâtons qui leur servaient de béquilles. Ils cernèrent les passagers, quémandant de la nourriture, de l'argent, de la vodka. Leur visage était empreint de désespoir et de colère. C'étaient des invalides de guerre qui avaient été chassés des grands centres urbains après la guerre et transportés ici. Fin de citation. Entre mythe et réalité, avec Robert Dahl, avec Solzhenitsyn, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'imprécision avouée. Solzhenitsyn dit « Nous n'en savons nous-mêmes presque rien. Rares sont les gens qui savent quelque chose à ce sujet. Je crois qu'ils y sont encore, là-bas dans cette île dont on ne sait pas le nom. » Contrairement à mes lacunes sur le Moyen-Âge, quand il s'agissait d'entreprendre esquisse d'un pendu, l'ignorance, le nécessaire état d'ignorance préalable était ici collectif. S'il fallait vraiment faire de Valham un récit, ce ne serait plus sous l'œil d'éminents spécialistes, aussi inquiétants que rassurants, puisqu'ils existent, mais sous l'énigme d'une inconnue quasi générale. Je ne sais pas, tant mieux, et cette fois nul autre. On ne sait pas. Les faits sont avérés sans qu'on sache combien de samovars furent déportés dans cette île, dans quelles conditions, selon quel mode carcéral, puisqu'à cette date, les archives de Valham n'ont pas été ouvertes, que le monastère réhabilité se voit couvert aujourd'hui d'une chape orthodoxe plutôt radicale qui s'embarrasse peu de la mémoire des illustres invalides qui en furent les hôtes. Le deuxième écueil qui m'arrêta pendant 3 ans avait trait à mes propres limites. S'il fallait vraiment en faire une histoire, comment être légitime avec mon peu de dons pour les langues, sans parler le russe, je l'ai dit, sans connaître cette île de Valham, sans y avoir mis les pieds, sans être rompu à ce qu'on appelle l'âme de ce pays. Sur ce point, je vous l'ai dit, et sans gloriole, mes scrupules tournaient à mon avantage. Je reconnus que tous les ingrédients de l'ignorance étaient favorables à mes façons, l'ombrage indispensable d'un sujet. Je connais la Russie, je m'y suis rendu à quelques reprises, mais toutefois, le manque de familiarité avec l'âme russe, si paradoxal, fut en partie comblé par le moi des autres, un kaléidoscope de moi, cinématographiques, romanesques, musicaux. Toutes les scènes de rue à Moscou, à Leningrad, qui occupent la partie centrale de l'île au tronc, sont partiellement empruntées au film de Vertov, L'homme à la caméra, un film grouillant dans lequel les mouvements permanents et accélérés écrasent les individus. Et puisqu'il faut citer non pas ses sources, mais le bassin de ses influences, les scènes urbaines de l'île au tronc puisent aussi dans un univers bien éloigné de la Russie. Elles émanent étrangement de Jean Vigo, de la manière avec laquelle il saisit la crudité des êtres humains dans son documentaire à propos de Nice, qu'il s'agisse de montrer des êtres décrépits ou des monstres hideux de carnaval. Si l'île au tronc s'appuie tout entier sur un élément malheureusement mineur et peu connu d'une page des déportations soviétiques, les scènes insulaires, quant à elles, baignent dans un climat réemprunté à un autre film, Au bord de la mer bleue de Boris Barnett, 1935. Le scénario se passe sur une île d'Azerbaïdjan,
Ils mettent en scène deux naufragés dont l'amitié les sauve de tout. Ils mettent en scène une idole, Matcha, comme il s'en trouve une dans l'Îlotron, Natalia, les deux héros amoureux d'une madone à part égale. Pour ce qui est des représentations, je n'ai pas pu échapper à un certain Gennady Dobrov, dont je vous conseille d'aller regarder l'œuvre sur Internet. Quelles œuvres! Des dessins analytiques stupéfiants, propres à faire pâlir Bruegel, Callot et Autodix réunis. Dobrov travaille à l'encre noire. Il a choisi ses modèles dans les rues de Leningrad, sur les trottoirs, dans les années 70, puis il s'est rendu à Vallam pour compléter son éloquent tableau. Avec son approche, on est loin d'une cour des miracles. Ce qui frappe dans ses dessins, ce ne sont pas les béquilles, les planches à roulettes, les fers à repasser, les prothèses, les moignons. C'est l'expression des visages, usés, trahis, burinés de rides venus trop tôt. C'est l'haleine de vodka qui s'en dégage. Et là encore, ce sont des médailles, des batteries de médailles témoins des bravoures anciennes, si lourdes qu'elles affaissent les vestes militaires. Je me suis laissé dire que son œuvre n'était pas la bienvenue, non pas pour le réalisme effarant qu'elle donne à voir, mais parce que tout simplement, les modèles ayant été ôtés à la vue, il fallait par là même que les dessins disparaissent au regard. On n'a pas à les voir, sous aucune forme, en chair, en os ou en papier. Ça pour les images. La restitution de l'âme russe en passe aussi par une revisitation de certaines pages littéraires. Si je savais parfaitement quelle serait la structure du récit, les lieux, les protagonistes, la chute, le parfum d'ensemble butine dans des relectures, des nouvelles de Tchekhov, les âmes mortes de Gogol, et très précisément Maître et serviteur de Tolstoï pour toute la partie finale, lorsqu'on assiste aux pérégrinations nocturnes de Kotik et Piotr dans les glaces de Vallam, dans une espèce de troïka de fortune. Et pour ce qu'il y a d'humour, de dérision, de tendresse, l'Îlotron a aussi bénéficié du climat si particulier d'un auteur des années 20-30, Mikhail Zotchenko. Je pense notamment à un recueil de nouvelles traduit aux éditions Noir sur Blanc, Contes de la vie de tous les jours, nouvelles satiriques soviétiques à lire. N'importe les sources. Histoire du moi, histoire du monde, ce thème pourrait revenir au monde des moi que sont ceux des autres et qui forgent fatalement le vôtre. Enfin, troisième écueil, qui fut au fondement de l'Îlotron, a-t-on le droit d'inventer, de bâtir une fiction sur de telles pages de l'histoire? Quoi? On déporta sur une terre ingrate des héros de la Grande Guerre patriotique. Que dire de plus? Cette connaissance se suffit à elle seule, et il me semblait contraire à toute éthique d'apporter un quelconque moi rafistolé sur une telle page du XXe siècle. De ce point de vue, si l'on s'en tient au thème de ces journées, histoire de moi, histoire du monde, le sujet, s'il fallait s'y pencher, semble exclure tout apport autobiographique. La thématique penche radicalement du côté du monde, de l'histoire, celle de l'URSS, écrasante, celle des déportations, celle du XXe siècle, sans qu'aucun moi particulier n'y ait sa part, n'ose la voir. Ainsi, je suis resté 3 ans à décider de ne rien entreprendre sur Vallam, bien que tous les constituants aient été réunis. Ne pas savoir où se situait précisément le curseur de l'histoire quant à cette sombre indication découverte par hasard dans un livre, manquer de sources, même à mener des recherches de bonne foi, craindre le complet contresens, c'est-à-dire amalgamer une véracité à la réalité de ce que furent les déportations sibériennes, ne pas parler russe, ne jamais avoir mis les pieds sur cette île de Vallam, ne pas prétendre le faire, ne pas être en droit de construire une histoire, une fiction par-dessus l'effroyable. Mais au total, c'était bien des atouts de l'ignorance. C'était beaucoup pour vouloir y céder. Je le répète, non pas qu'il me faille à tout craint des règles arbitraires, une panoplie de contraintes, une froide règle du jeu pour me décider. L'exercice serait cynique. En l'occurrence, il relèverait d'un voyeurisme douteux. Mais parce qu'il y avait là une matière propre à faire disparaître toute trace de moi, en bloc, d'emblée et a priori. Je dis a priori parce que la somme des astreintes peut rendre possible un paradoxe. L'ignorance collective, dans le cas de Vallam, peut permettre l'imagination. Les suggestions accumulées en trouvent la porte des suggestions. L'absence quasi totale d'images laisse place à toutes les images possibles.
Dit autrement, l'histoire du monde, à la fois pleine de fantasmes et vide de connaissances, n'a plus recours qu'à un moi, interprète de cette histoire. Je ne m'y trompe pas. Je ne suis pas en train de dire que plus on ignore et plus on est autorisé à l'invention, à l'inspiration débridée, à la fabulation sans réserve, à la libre hyperbole. À propos des déportations de Kudjat-Avalam, dépeindre les tristes conditions humaines telles qu'on peut se les représenter, accuser l'indigence, appuyer sur le sort des amputés, se faire le greffier d'un tableau des calamités reviendrait à perdre à la fois l'histoire et perdre son moi. Totaliser l'effroyable serait la redondance d'une allégation tenant en une phrase « Le régime soviétique condamna ses plus glorieux soldats ». L'autre chemin consistait d'une certaine façon à ne pas prendre cette allégation comme seule finalité du récit, mais comme une simple donnée de départ, admise une fois pour toutes, pour prendre le contre-pied de toutes les représentations communes de l'horreur. L'île au tronc, le projet imaginaire, l'intention personnelle, se veut résolument optimiste. On y rencontre moins de briscards écrasés par le régime que de patriotes fidèles en tout point à leur époque. On y croise moins de laideur que d'innocence, de tendresse, de confiance et d'amitié. Les séquelles des deux protagonismes principaux deviennent les ressorts de leurs rêves, de leurs obstinations, de leur insouciance. Loin de faire du surplace, la trame, la structure du récit emprunte aux échappées picaresques. Le pathos tourne à la bonne humeur, au baroque, sans qu'il n'y ait place à l'ironie, à la plainte. On ne sait rien de Valam, pas grand-chose, au point que certains allèguent la légende. Ce n'en est pourtant pas une. Dès lors, il s'agissait de faire comme si le récit prenait la forme d'une légende, si profondément humaine qu'elle laisse place au doute. L'histoire avec un grand H est invraisemblable, alors faisons en sorte de rendre crédible une invraisemblance narrative. Elle est inadmissible, rendons-la plausible. En cours de composition, j'ai pu rencontrer certaines personnes, très peu, qui m'ont rapporté des faits avérés, liés à Valam, des choses vues, parfois des plus sordides, des plus inattendues, témoins directs d'une réalité qui perdura bien après-guerre, jusque dans les années 1980. Je n'ai pas repris leurs relations. Elles auraient pu ajouter ici et là des touches de noirceur à une réalité qui ne l'est déjà que trop. Au contraire, leurs témoignages m'ont conforté dans l'idée qu'il fallait faire en sorte que la narration balance entre la fable et le réel, à tout moment, comme si je ne croyais pas moi-même au sujet à force de l'affirmer. Écrire, c'est pour moi ignorer, je l'ai dit. Ignorer, c'est-à-dire méconnaître, mais ignorer, soit encore prendre le parti délibéré de ne pas regarder. J'ignore un tel, ne pas vouloir savoir. En l'occurrence, avec Valam, ne pas trancher sur l'exactitude, ne pas dresser de bilan trop rigoureux des faits, qu'il reste à cheval entre la légende et l'un de ces drames incommensurables de l'Occident, me tenir aux vertus d'un décentrement équilibré pour laisser libre cours à la faculté de rêver de mes personnages, d'espérer, de désirer, pour laisser place à l'invention d'une écriture visuelle, pour expérimenter l'humain, pour permettre de me glisser dans l'intimité d'êtres radicalement différents. Ne pas reconstituer une entière vérité pièce après pièce, ni m'inscrire tout à fait dans la fable. Je disais tout à l'heure, écrire sous l'œil d'un autre, écrire sous la menace. Avec l'île au tronc, l'œil de l'autre n'est plus vraiment celui du censeur, du spécialiste prêt à me reprendre, puisque l'affaire de Valam se tient pour une bonne part dans un angle mort de l'histoire. La menace venait moins d'un connaisseur habilité à me tenser que de la crainte de m'écarter d'une ligne, d'un point d'équilibre compris entre le réel et le mythe. L'inquiétude d'écrire sous l'œil d'un trou de l'histoire. Faire en sorte que le lecteur, comme moi-même, soit conduit sans faux pas narratif, dans un perpétuel décalage recentré, que Valam atteigne à l'illusion concrète, à l'utopie authentique. Un passage du récit trahit cette ligne générale que je me permets de vous lire avant de conclure. Pour asseoir son projet, l'utopie a besoin d'un petit bout de géographie. La première île qui se propose fait l'affaire, aussi réduite soit-elle. L'idéalisme s'occupe du reste. Figer l'endroit,
abolir ses limites, façonner un antidomaine, un lieu carcéral à ciel ouvert. Puis, en cantonnant des groupes humains dans des mondes circonscrits, l'utopie promène une loupe sur l'idéal qu'elle veut décrire. Elle accuse des manies. Isolées en terre finie, les sociétés coupées du reste se distinguent peu ou prou par leurs tics, grossis, qu'ils soient politiques, morts, idéologiques, Campanella, à visée scientifique, Bacon, esthétique, Charles Sorel, ou qu'ils annoncent de prochaines fomentations sociales à la veille d'une révolution, Marivaux. Chaque utopie isole une lubie dans un vase clos, l'éprouvette. Elle échantillonne, elle réduit le territoire et, partant, elle majore les représentations. Elle attige ce sur quoi elle fait foi de se pencher, à cheval sur la farce et le modèle, la satire et la règle, le mythe et le pamphlet, la charge et l'idée force. Sa lentille se déplace entre le grand dessin et l'ironie. En ce sens, Vallam a des airs d'utopie. C'est une île, une cosmogonie serrée dans un mouchoir de poche, un ailleurs fermé, une pastille au regard des 22,4 millions de kilomètres carrés de la Russie d'alors, une contrée sans échange, difficile d'accès, où les choses à leur façon s'invergent du mieux du monde. L'eau est solide la plupart de l'année, ceux qui habitent marchent sur les mains, ils sont héros et déchus, les corps ont à la fois une expressivité anatomique indubitable et une allure irréelle. Les gueules sont dignes et risibles. Les autochtones hurlent de douleur illusoire sur des jambes fictives, et cependant elles sont réelles, cuisantes. Ils vont comme clopinent les utopies, pleins de tics affreux. Les cirques aussi sont des utopies ambulantes, où les sociétaires ont chacun leur don peu commun. Marcher en l'air, manger du feu, tutoyer les félins, se contorsionner, n'importe la prouesse. Ils forment une famille retranchée, hors norme, un bouquet de mirages bien complet, une utopie sciemment mise en lumière le temps d'une représentation à la face du monde avant le tomber de rideau. Vallam, freaks. Et comme chez Thomas More, d'une certaine façon, ceux du lac Ladoga sont tous semblables, égalitaires de conditions, de mémoire, de sexe, et, sinon cotiques, hauts comme 3 pommes. Pourtant, Vallam n'est pas une fiction récréative. Le sort baillé à la congrégation insulaire n'a rien d'une allégorie imaginée par un esprit volage. L'île serait plutôt une anti-utopie dans laquelle la colonie rivaliserait d'hyperréalisme morphologique sans qu'aucune idéologie politique ne préside à l'exil. L'île au tronc, l'île au remords du pouvoir soviétique, un pays où gratifier des rabougris l'armée rouge dans des conditions sanitaires horrifiantes. Fin de citation. L'image manque, elle manque surtout. Et puisque les images de cette île glaciale sont absentes, une puissance imaginaire prend facilement le pas sur le reste. En 3 temps, la réalité de Vallam baigne dans le vague. Le récit que j'en donne est une utopie. Je suis ma propre utopie. J'ai parlé de ma démarche d'auteur. Une toute autre approche, sans doute plus bénéfique, aurait pu s'intéresser à certains mois de la littérature rapportés à leur monde, au monde avec un S. En vrac, l'inouïe apparition du moi moderne de Montaigne, le moi de Balzac et de ses comédies humaines, l'énorme naïveté de son moi, le moi schizophrène de Flaubert, capable d'écrire tout à la fois la vie de Saint-Antoine et l'éducation sentimentale, Salammbô et la Bovary, la pudique enclume du moi de Beckett, le moi indifférent de Rimbaud, je suis un autre, et le moi illicite de Nerval, je suis l'autre, le moi de Jean-Jacques, juge de Rousseau, les mondes de Jean Genet qui, dès Notre-Dame-des-Fleurs, semblent inscrire tous les mois du sida avec 40 ans d'avance, l'exact vrai-faux moi de Céline, l'insaisissable moi de Victor Ségalen, le moi de Jules Renard, entre roman et journal intime, le scalpel du moi chez Paul Valéry, lequel, dans les milliers de pages de ses cahiers, a cette formule qui, en tant que lecteur et non plus en tant qu'auteur, rejoint mes plus profondes aspirations. Il dit « 2 littératures. L'une dit ce que chacun sait et le veut décrire, l'autre essaie de me parler de ce que j'ignore. Je l'entends bien, d'une part, savoir et décrire, de l'autre, essayer et ignorer. » Je vous remercie.